L'Afrique a développé une identité culturelle qui lui est propre avec des mœurs, traditions et faits issus de nos ancêtres, des faits historiques ou traditions transmises au fil des générations. Aujourd'hui, que vaut la culture africaine? Que dire d'elle à cette ère de la révolution et de la gouvernance du numérique? Atout ou problème? Pour en parler, dans ce plateau spécial du Studio 210, le docteur Idriss Antonin Bossoto, chef de parcours STC à l'université Marien Ngouabi, ici à Brazzaville. Justin Minimona, qui est à mes côtés, philosophe et écrivain, auteur d'un livre sur le développement bantou, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, mais on pourra aussi en parler pendant ces échanges. Obambe Ngakoso, écrivain et panafricaniste, et aussi Jean-Luc Kwanda, socio-économiste et égyptologue. Bonjour à tous. Bonjour. On peut dire que le décor est planté ici, à la résidence Elonda de Kintele. C'est d'ici que nous tournons. Et Bob Leguès, artiste polyvalent qui nous vient de la ville océane Pointe-Noire, rendra hommage pendant nos échanges à Jacques Loubello, à Franklin Boukaka et aussi à Grand Calais. Et donc, il va rendre hommage maintenant à un visionnaire panafricaniste, l'auteur-compositeur du célèbre Indépendance Tcha-Tcha, Roger Izeidi, un chant interprété par le Grand Calais, Bob Leguès. Odi panda cha cha tubakiri. Indépendance cha cha tozouye. Au Cameroun cha cha tubakiri. Au Cameroun cha cha bagagné. Odi panda cha cha tubakiri. Juste une image, merci. Merci beaucoup, on peut applaudir donc Bob Leguès qui nous ramène dans le passé, dans l'histoire. Et tout de suite, Justin Mignomona, on parlait de culture africaine, philosophe. Que pensez-vous de la culture africaine? Qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, merci pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant pour débattre de ce thème. La culture africaine. La première des choses, c'est reconnaître que l'Afrique, c'est un continent. Ce n'est pas une ethnie ou une tribu. Et un continent, c'est un ensemble de pays, un ensemble de civilisations, un ensemble de cultures. Parler de la culture africaine, c'est ressortir les aspects généraux que l'on retrouve dans presque toutes les cultures africaines. Et déjà, quand nous prenons par exemple les rites funéraires, la culture africaine est diversifiée. La façon de marier, donc les mariages, la culture africaine est diversifiée. Et là où nous pouvons retrouver
les caractères généraux, comme l'avaient fait les Occidentaux avec l'Union européenne, c'est lorsque nous intégrons le domaine que je peux dire économique, c'est-à-dire la façon de produire, de repartir et de gérer les biens. À ce niveau-là, nous allons constater que la gestion africaine repose sur ce qu'on appelle le communautarisme. Donc la production en Afrique reposait sur la communauté. Et l'appartenance du bien produit revenait aussi à la communauté. Et dans la répartition, au moment où on devait repartir le bien, la répartition se faisait de manière égalitaire. D'accord. OK. Est-ce qu'on peut retenir à ce niveau-là Jean-Luc Konda? Alors, avant de... Sur la culture africaine. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. C'est toujours intéressant de venir échanger avec les autres personnes à la science infuse. Alors, je dirais qu'avant de définir la culture africaine, il conviendrait d'abord de définir le concept de culture. Okay. Qu'est-ce que la culture? La culture peut se définir comme, comment dire, l'ensemble des traits distinctifs qui vont rassembler une société. Quels sont les traits caractéristiques d'une culture? J'ai noté là quelques éléments. Le système éducationnel, la spiritualité, la religion, la langue, la cosmogonie, le droit, la médecine, etc. Donc, tous ces traits, que ce soit sur la culture africaine, que ce soit sur la culture européenne, etc., on va les retrouver. Et c'est ce qui va nous permettre de faire des barrières entre une culture et une autre. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez... Alors, docteur Bossoto. Bon, moi, je pense que mes prédécesseurs ont eu à le dire. Je commencerai d'abord mon propos en remerciant le concept Studio 210 d'avoir eu l'idée de rassembler des éminences autour de cette thématique cruciale, c'est-à-dire celle de la culture africaine à l'ère du numérique. Pourquoi? Alors, je pense que mon prédécesseur a tout dit. La culture, on doit la considérer comme étant, on va dire, l'ensemble des us et coutumes pratiques qui caractérisent une population dans un espace donné et à une époque donnée. Alors, en ce qui concerne la culture africaine, moi, je serais bref. Je dirais que la culture africaine, c'est une culture très riche à travers son art, à travers ses rites et traditions, à travers ses créations, mais surtout à travers ses valeurs et sa philosophie. Mais je rebondirai en disant que nous avons une culture qui est très riche, diversifiée, mais surtout unique. Unique pourquoi? Parce que quand on est africain, surtout en Afrique subsaharienne, que vous soyez à Dakar, que vous soyez à Mombasa, que vous soyez, je ne sais pas, à Nouakchott ou je ne sais pas, peut-être en Namibie ou en Afrique du Sud, nous sommes tous pareils. Dans la manière de manger, dans la manière de résoudre les problèmes, dans nos rites funéraires. Donc c'est pour dire que pour moi, d'un point de vue, on va dire syncrétique, la culture africaine est une, bien que diversifiée. D'accord. Obamenga Bosso. D'abord, merci. En tout cas, l'idée est très bonne. Lorsqu'elle m'a été soumise, j'étais très content parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver pour parler de culture. Que ce soit culture africaine, que ce soit le numérique ou autre, parler tout simplement de culture, ce sont des occasions qui sont très rares. Je l'ai déjà dit dans cette émission, la culture est l'alpha et l'oméga d'un peuple. La culture, c'est le commencement, la culture, c'est la fin. Moi, je veux prendre ce que mon voisin de gauche a dit. Les deux voisins de droite ont dit, je suis d'accord avec tout ça. Je ne peux rien rejeter. Et donc, au lieu de définir, je veux partir d'une anecdote qui va faire rire. Je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger et je viens de m'installer dans un nouvel appartement. Je n'ai pas eu le temps de m'acheter une télévision. Bon, il s'avère que là, je remplace un très proche. Et il y a des voisins qui sont du Sénégal qui me disent « Ah ben grand, vous n'avez pas encore la télé, il y a la Champions League ce soir, venez voir le match avec nous. » Ça, déjà, ça c'est très africain. On n'était pas intimes, hein. On se connaissait, j'étais plus âgé qu'eux, ils m'ont dit « Venez voir le match avec nous. » Pendant que le match se déroule, ils font frire du poisson, ils font du riz. Moi j'ai dit « Bon, j'ai déjà mangé, je vais pas manger avec eux. » À la mi-temps, j'en profite pour m'éclipser. La mi-temps, c'est 15 minutes. J'ajoute 20 minutes. J'ai dit, au bout de 20 minutes, plus de 15 minutes, ils ont fini de manger. Quand je vais revenir, on va suivre le match.
Et quand je reviens, ils n'avaient touché à rien, tout était là, ils ont dit, grand, on vous attendait pour manger. C'est ça la culture africaine. Voilà. D'accord. Je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Ça peut s'applaudir quand même aussi, voilà. Ça peut s'applaudir. Merci C'est très africain, ça. pour Ça, c'est cette très africain. entrée avec nos éminents intervenants, pour ne pas dire aussi protagonistes. Ayant parlé de la culture africaine, aujourd'hui, la question que je me pose à l'instant, est-ce qu'en parlant de développement au niveau du continent africain, l'Afrique devrait s'accrocher, l'Afrique devrait ne compter que sur cette culture africaine, où l'Afrique devrait s'ouvrir aujourd'hui? La question, qui veut répondre? Je ne sais pas. Bon. En fait, si nous partons avec la forme de la question que nous avons envoyée, c'est-à-dire l'Afrique, la culture africaine, que faire à l'ère de la technologie? Nous devons comprendre ceci. Presque, on l'a dit dans les mots introductifs, la culture, c'est l'âme d'un peuple, c'est la colonne vertébrale. Ce que le blanc est pour la neige, c'est ce que la culture est pour une population. Donc sans culture, la population n'existe pas ou un peuple n'existe pas. Alors, la technologie, c'est quoi? En réalité, lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, la technique n'est qu'un instrument qui vient contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens ou d'un peuple donné. Donc, du coup, il n'est pas possible de dire que, soit qu'on abandonne la culture africaine et on adopte la technologie. Mais la technologie en soi, ce n'est pas une culture. Justement, avant qu'on en arrive à la technologie, c'est vrai peut-être que, je ne sais pas aussi, cette technologie peut intégrer la culture africaine, mais je me dis, est-ce qu'on peut penser développement sans la culture africaine? C'était le sens de la question. Oui, mais voilà pourquoi j'ai dit, comme la culture, c'est l'âme. La culture, c'est la colonne vertébrale d'un peuple. Donc, du coup, on ne peut pas penser développement sans penser la culture africaine. Quel que soit le stade où nous serons, la culture doit toujours rester là. Avis partagé? Avis partagé. Pourquoi? Parce que lorsque... Je ne suis pas historien, mais à travers l'histoire des grandes civilisations, on prend les civilisations en Asie, avec les Huns, du côté de l'Ouzbékistan, un peu plus en haut. On prend avec les Gengis Khan. Lorsqu'ils allaient dans les conquêtes, la première des choses qu'ils faisaient, c'était imposer leur culture. Lorsqu'on voit les grands empires comme les empires perses, on prend dans la Rome antique, dans la Grèce, l'un des premiers principes lorsque les conquêtes étaient faites, lorsque les colonisations étaient faites, c'était d'imposer la langue, d'imposer les rites, us et coutumes, et surtout d'imposer les religions. Voilà. Et us, rites, coutumes et religions sont des symboles de la culture. Donc on doit dire que oui, la culture est le premier facteur de développement. Et si on revient dans le XXe siècle, je prends le cas des États-Unis, quelle stratégie les États-Unis ont utilisée pour s'imposer au début du XXe siècle? Ils ont imposé leur culture par l'utilisation des médias traditionnels qu'on appelle communément les médias mainstream, notamment la radio, la télévision à travers les contenus télévisuels, mais surtout le cinéma, parce qu'aujourd'hui le cinéma peut être considéré comme l'outil qui a permis ou facilité la diffusion de l'hégémonie culturelle américaine. Donc on peut dire que oui, la culture est un outil, est un instrument de développement. Et sur le continent africain, il y a des pays qui l'ont compris. Je prendrais des pays comme le Nigeria, je prendrais des pays comme l'Afrique du Sud, je prendrais des pays, je dirais quoi, des pays comme la Côte d'Ivoire qui comprennent au fur et à mesure que oui, la culture peut être un symbole, un outil de développement social, mais surtout économique. Oui, lorsque j'ai reçu le thème, j'avoue que j'étais un tout petit peu intrigué. La culture africaine, pourquoi faire? Ça m'a un tout petit peu bousculé. En fait, on a l'impression, en lisant le texte, que la culture africaine est antinomique avec les technologies. Avec l'évolution. Avec les technologies. Alors, on doit peut-être se souvenir
au début des indépendances, dans les années 60, nos aînés ont mis un accent particulier sur le problème de la culture. Les ouvrages sont légion, hein, l'unité culturelle, etc., etc. Ils ont vraiment mis l'accent, c'était une préoccupation pour eux. C'est vrai qu'avec le temps, on a un peu basculé. On a basculé simplement parce que nous avons assumé, entre guillemets, notre aliénation aujourd'hui. C'est-à-dire que la culture africaine, c'était hier. Aujourd'hui, le monde est ouvert, etc., etc. Donc, on doit aller avec. Mais au demeurant, que reste-t-il réellement de la fameuse culture africaine? Parce qu'on en parle, hein, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il en reste justement? Qu'est-ce qui en reste pour qu'on puisse le revendiquer aujourd'hui, pour dire la culture africaine en 2020, c'est ceci, cela. Il n'y a plus grand-chose en réalité. Il n'y a plus grand-chose et on l'assume, et nous l'assumons. Parce que j'ai pris quelques traits distinctifs de la culture, de la culture. Quand vous voyez le système éducationnel, il n'y a plus grand-chose. La faute à l'universalité, à la mondialisation? Non. L'historien sénégalais disait qu'un peuple, lorsqu'il est soumis, la première chose à laquelle on pense, c'est de la culture. Donc, pour que la domination soit réussie, il fallait d'abord commencer par acculturer ce peuple. Donc, eux, ils se sont battus comme ils ont pu. Ils se sont battus, ils ont essayé de se défendre. Mais quelque chose à regarder, c'est qu'aujourd'hui, nous, tout ça, c'est derrière nous en réalité. On a l'impression que la culture, bon, c'est devenu quelque chose de banal, il faut assumer. Le dernier avis, celui d'Obamé Kakoso. C'est vraiment un complément. Vous voyez, quand je me suis intéressé à la colonisation à la sauce portugaise. Parce que ce qui m'avait poussé à m'y intéresser, c'était de voir les noms des leaders panafricains, panafricanistes, qui avaient lutté contre la colonisation portugaise. Eduardo dos Santos. On ferme les yeux, on peut se dire c'est un blanc. Non. Ou encore, il est à moitié blanc. Pas du tout. On a le même teint. Antonio Agostinho Neto, ainsi de suite. Les Portugais, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que M. Jean-Luc Wanda vient de dire. Ils arrivaient, ils écrasaient. Dans la mesure du possible, même votre nom de famille devait disparaître. Ce que, à la limite, les Britanniques et les Français laissaient. C'est-à-dire que le Français vous laisse vous appeler Elenga, mais à côté, il met Jean-Michel, de force, que vous le vouliez ou non. Les Portugais se battaient pour que même le nom de famille disparaisse. Vous avez des grands Africains, comme les Marcelino dos Santos, Lucio Lara que j'ai présenté dernièrement. Quand vous entendez le nom, il n'y a plus rien d'Africain là-dedans. Amical Cabral, ainsi de suite. Une épuration carrément. C'est vraiment une épuration, une forme de génocide. On ne vous tue pas physiquement, mais on vous tue mentalement. Parce que, voyez-vous, quand on dit à quelqu'un, comment tu t'appelles? Bon, parle en français, bon. Mais Nkumbu Akunani, Nkumbu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Kombo Naonani. Il y a quelque chose de profond là-dedans. Quand on ne parle pas ces langues, on ne peut pas le percevoir. À partir du nom, on vous situe. Il y a quelque chose. Et pour nous qui y croyons par rapport aux spiritualités, il y a des vibrations quand même. Lorsqu'on vous dit, on vous appelle Malonga Ngoma, il y a quelque chose là derrière. Votre père ne vous a pas donné le nom de Malonga pour rien. Parce que Malonga Ngoma, ça veut dire Malonga, fils de Ngoma. Mais lorsqu'on va vous appeler Jean-Michel, Elenga ou autre, qu'est-ce que vous êtes finalement dans ce monde? Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde avec des défis en permanence. Et quand on veut se battre, il faut s'armer. Et la première arme, elle est culturelle. La première arme, elle est spirituelle. On va affronter des gens qui se sont préparés mentalement, qui se sont préparés physiquement, ils se sont préparés ésotériquement, des choses que nous négligeons, avec lesquelles nous rions, ainsi de suite. Et lorsque nous nous retrouvons face à eux, souvent nous sommes désarmés et nous signons n'importe quoi comme contrat. On rentre chez nous, on est content, on dit « j'ai signé un accord avec tel ». Bon, il est le seul à connaître, à savoir ce qu'il a signé. Résultat, 10 ans après, il n'y a pas de résultat. 20 ans après, il n'y a pas de résultat. Pendant ce temps, l'autre qui ne produit pas de café chez lui, qui ne produit pas de cacao, vous allez en Europe, matin, midi, soir, le café est assuré. Matin, midi, soir, le chocolat est assuré, la banane est assurée. S'il manque de la banane en Occident, les gens peuvent se battre. Vous n'imaginez pas ce que représente le chocolat pour l'occidental.
Le chocolat pour l'occidental, à chaque fête d'anniversaire, il faut un gâteau au chocolat. À chaque Noël, il faut un gâteau au chocolat. À chaque Pâques, il faut un gâteau au chocolat. Mais imaginez simplement qu'en Europe, il n'y a aucun plan de cacao. Mais ce sont des gens qui se sont arrangés pour que, lorsque négociation il y ait, ils se sont entraînés. D'accord. Alors, donc, Jean-Luc Konda relançait le débat tout à l'heure en disant qu'il n'existe plus rien de la culture africaine aujourd'hui. Est-ce qu'on reste sur cet avis-là? Moi, je suis tout à fait opposé parce que je l'ai dit dans, dans la phase de mon introduction. L'Afrique est riche, est très riche culturellement. Tant dans sa diversité que dans son unicité. Le problème, c'est lequel? C'est que très peu de leaders ont compris que la culture pouvait être utilisée comme étant une arme. Et là, je féliciterai feu président Mobutu, qui à travers la zaïrianisation avait compris qu'il pouvait repositionner non seulement le Zaïre, l'ex-Zaïre, mais également la sous-région et l'Afrique d'un point de vue culturel. C'est là où Mobutu a accepté de revenir aux racines, avec les noms Kukumbendo et autres. L'authenticité africaine. Il y a d'autres artistes, je prendrai des artistes tels que Fela Kuti, qui l'a pris, notamment en créant l'afrobeat, avec des sonorités typiquement africaines, avec toute une culture. Oui, la culture africaine existe. Mais moi, je pense que nous avons un problème d'un point de vue stratégique. Le thème, il est très bien. On parle des technologies de l'information et de la communication, qui ne sont pas des technologies récentes. Il faut le préciser. C'est des technologies qui datent du 19e siècle. Donc ça fait près de 2 siècles qu'elles existent. Mais chez nous, en Afrique, quelle stratégie employons-nous pour positionner ou bien utiliser notre culture comme vecteur hégémonique? Je prends le cas du Japon. Le Japon, c'est une petite péninsule, mais qui a fait la conquête de la Russie, ça je le dis, qui a fait la conquête de la Chine, qui allait jusqu'en Inde. Ils ont imposé la culture du saké. Ils ont imposé la culture du shogun. Ils ont imposé la culture du samouraï, tout en étant une armée, tout en gardant l'esprit féodal. Et lorsque vous voyez le Japon aujourd'hui, ils ont accepté la technologie. Dans les années 80, le Japon était le premier pays en termes de boom technologique. Tout ce que nous voyons aujourd'hui en termes de technologie ont connu leurs prémices au Japon. Regardez, mais est-ce qu'ils se sont séparés de leur tradition? Non. Est-ce qu'ils se sont séparés de la culture de la consommation du sushi? Non. Donc, le problème chez nous en Afrique, c'est que nous avons une culture, je dis, qui est très riche. Regardez les musées à travers le monde. Je dirais ces totems, ces artefacts, ils sont puissants. Pourquoi les colons ont pris la peine de venir dans nos pays, dans nos villages, récupérer les totems? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les acheteurs d'art viennent dans nos pays pour récupérer des totems? Vous n'allez pas me dire que la culture africaine aujourd'hui n'existe plus. Elle y est. Mais le problème, on a un problème de communication. Comment vendre notre culture? Oui, effectivement, je partage son point de vue parce que la culture africaine est toujours là. Nous ne sommes pas, nous tendons vers, c'est-à-dire qu'on veut devenir européen. C'est ce que nous voulons. Et en ce moment-là, effectivement, on ne peut pas donner tort à la mondialisation. Ce n'est pas la mondialisation. C'est le complexe de l'Africain qui veut vivre à l'occidental. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez nous? La référence, c'est l'Europe. Au moment où nous parlons, si les Africains devraient réellement regarder quel est le pays pour lequel nous allons prendre l'image afin de nous développer, c'est la Chine. Après la Chine, il y a le Japon. Après le Japon, il y a l'Inde. Après l'Inde, il y a le Brésil. Comment ces pays-là, disons ces pays-là, avaient fait? Parce que la Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que la Chine est? Qu'est-ce que le Japon est? Qu'est-ce que le Brésil est? Ils ne sont rien, ces pays-là ne sont rien. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient compris ceci, qu'ils pouvaient s'imprégner de la technologie occidentale, l'amener chez eux, l'implanter, en faire un instrument de développement en gardant leur culture. Les Chinois étaient partis apprendre en Europe. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, les Occidentaux voulaient leur imposer leur culture. Voilà pourquoi vous constatez que les Chinois sont très rigides. Ils avaient accepté
la science, technologie, la science occidentale. L'innovation Mais sur le plan culturel, ils avaient dit niet. Et voilà pourquoi là, ils sont très rigoureux. Un citoyen ou quelqu'un qui est de la Chine, qui veut amener la culture occidentale chez eux, il est brimé. C'est la même chose. Donc, c'est le complexe. La mondialisation n'a rien à voir là-dessus. Mao avait expulsé les missionnaires chrétiens, occidentaux évidemment, et en Europe et en Amérique, ils avaient hurlé, comme ils savent le faire. Pas de démocratie, liberté, les gens doivent prier, ainsi de suite. Mao dit, il n'y a pas de problème, je vous propose un marché. Vos missionnaires chrétiens vont revenir, moi je vais vous envoyer mes missionnaires communistes. Alors quand on dit ça, il ne faut pas voir l'Europe, parce que l'Europe, effectivement à cette époque, il y avait beaucoup de communistes, ils étaient même très forts à cette époque. Le Parti communiste italien, le Parti communiste espagnol, en France, etc. etc. C'est des gens qui faisaient de 20 à 40% aux élections et qui avaient parfois même des premiers ministres. Mais sauf que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui est bâti, entre autres, sur la haine du communisme. Chez eux, communisme, ça veut dire diable. Il n'y a pas 36 chemins. La diabolisation. Non, voilà, pour eux, communistes, ils ont même fait la guerre des communistes avec le macartisme dans les années 50. Quand on vous dénonçait comme communiste, on vous attrapait, on vous arrêtait, on vous jugeait et on vous envoyait en prison. Les Rosenberg. Les Rosenberg, les époux Rosenberg, c'est les plus emblématiques. Les Américains ont dit, comment vous allez nous envoyer des communistes? Mao dit, mais c'est un échange. Envoyez-moi vos missionnaires chrétiens, je vous envoie mes missionnaires communistes. Les Américains ont dit non. Il dit, mes chers amis, occupez-vous de votre pays, je m'occupe du mien. On avance. Il a tenté la révolution culturelle avec les échecs que l'on sait. Mais pour réussir, il faut échouer aussi, parfois. Deng Xiaoping prend les choses en main, on lui parle de liberté, etc., etc. Voici ce qu'il répond aux Occidentaux. J'ai 500 millions de Chinois à nourrir. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité? Fidel Castro, il subit un embargo de la part des États-Unis. Il réfléchit. Nous sommes une petite île, 112 000 km². Donc, si on divise le Congo par 3, on n'a même pas Cuba. Nous n'avons rien, nous avons la canne à sucre. Et on va travailler sur la canne à sucre, la santé, la sécurité. Résultat, Cuba a le meilleur système de santé au monde. À un moment donné, quand vous êtes acculé, quand vous êtes coincé, revenez vers vous-même, réfléchissez. Et c'est ce que nous, en Afrique, on n'a pas su faire. Pour beaucoup de pays. Quand vous prenez le festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966, c'est un événement d'une portée pas seulement africaine, mais mondiale. Mais la suite, le problème en Afrique, c'est que nous sommes désormais habitués au coup d'éclat. Il y a eu une deuxième édition, je pense, en 2009. Bah, regardez l'écart. Oui. Regardez l'écart. Il a fallu que Abdoulaye Wade arrive aux affaires et qu'il ressuscite cela. Et c'est en Algérie que ça va se passer. Nous avons des habitudes de coup d'éclat. Vous prenez le Sénégal qui va à la Coupe du Monde de football en 2002, quart de finale. Et le prochain quart de finaliste, il faut encore attendre plusieurs éditions. Donc, moi je le comprends quand il dit qu'est-ce qui reste. Mais en réalité, regardez comment les résistances peuvent s'opérer, même dans des endroits auxquels on ne s'attend pas. Vous arrivez dans une famille où il y a des jumeaux, même quand sur les papiers ce n'est pas écrit Ntimba Nzuzi, mais les gens dans leur inconscient, dans leur subconscient plutôt, vont appeler ces enfants Ntimba Nzuzi. C'est pourquoi on revient à cette vieille définition qui nous dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais il ne faudrait pas qu'on s'accroche à cette définition. La culture est une force extraordinaire. Vous prenez les Sénégalais, les Camerounais, les Ivoiriens, vous allez en Europe, dans les grandes villes, vous voulez manger africain, voilà les 3 références. Avec nos frères de la RDC. Le petit Congo, par contre, on est presque inexistant. D'accord. Comme d'habitude. Alors, on a assez parlé d'authenticité. Le long de cet échange, je ne vais même pas parler Renaissance. On va en parler. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelques pratiques qu'on peut relier à la culture africaine dont on parle. Je prends par exemple le cas de l'excision. Je prends le cas de certains rites autour des veuves. C'est fréquent en Afrique. On regarde aujourd'hui la religion africaine ou la spiritualité africaine. Tout est divisé aujourd'hui. Hier, l'Afrique a vécu avant l'invasion coloniale, avant l'arrivée des missionnaires, avant tout ce qu'on a connu. Avant les invasions barbares. Avait son système politique, c'est-à-dire que c'était des royautés, c'était... En fait, aujourd'hui, ces choses
ces pratiques tendent à disparaître. Est-ce que c'est dû seulement au fait de l'acculturation imposée, comme le disait M. Jean-Luc Kwanda, ou c'est aussi du fait de cette affaire de mondialisation, que tellement que notre culture, nous n'avons pas su mis des moyens pour la sauvegarder, et ce sont les cultures des autres qui dominent à tel point de nous faire disparaître avec l'effet justement des outils performants de la technologie de l'information et de la communication. Ben, moi, je pense que Etcheverry Dias a tout dit. Nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation, elle se base sur le capitalisme. Qui offre quoi? L'Occident produit près de 98% des contenus informationnels, contenus télévisuels, contenus éducationnels. Ça veut dire que même si nous avons une culture forte, Riche, on va dire riche en termes de valeur, riche en termes d'authenticité et autres, mais quelle quantité, quelle qualité de contenu produisons-nous pour être en concurrence avec l'Occident? Là, on revient un peu à ce que l'on appelait, tout à l'heure j'ai parlé de la théorie de l'hégémonie culturelle, mais on parle également de la théorie de la culture de masse. Nous sommes dans une mondialisation, regardez. La musique, l'essentiel de la musique aujourd'hui provient de l'Occident. Les séries télévisées proviennent de l'Occident. Lorsqu'on parle de séries télévisées, il y a un point que je voudrais aborder, mais je ne l'aborderai pas pour ne pas frustrer certaines personnes. Regardez les dessins animés. Ben non, je ne voudrais pas. Alors, vous remarquerez que donc, si on dit que 98% des contenus culturels, notamment à travers les médias mainstream, proviennent de l'Occident, le public, il est quoi? Il est actif ou bien il est passif? Il est passif. La question, elle est là. et la culture africaine se meurt, se tue, justement comme le disait Jean-Luc Kwanda, Justin Minimona. Oui, bon, les aspects que vous avez évoqués, prenons par exemple l'excision, ça fait partie des libertés individuelles, c'est-à-dire pour les citoyens. En principe, c'est tout ça la culture africaine, les rites. Non, j'ai une question à poser. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que l'excision est une culture africaine? Ça devrait être aboli. L'excision devrait être abolie. Moi, je suis... Parce que la personne, quand je parle de la liberté individuelle, chacun a droit à jouir de son corps. Très bien. Or, l'excision, c'est une imposition qui ne va pas avec la liberté du citoyen, de l'individu. Maintenant, sur le cadre, parlons des veufs. Et là, moi, je m'acharne contre ceux qui disent que la femme africaine, c'est la tradition africaine ou la culture africaine qui a fait qu'elle connaisse ce qu'elle connaît aujourd'hui. C'est archi faux. Tout à fait. Archi faux comment? Parce que déjà, dans la tradition africaine, j'ai essayé de regarder les séries, même j'ai évoqué ça dans mon livre, là. En regardant les séries, j'ai compris une chose. Ce qui se passait ici au Congo, c'est la même chose qu'on retrouve au Cameroun, au Gabon et partout ailleurs presque. C'est-à-dire, quand une femme était mariée dans une famille, elle devenait la propriété de cette famille. Les enfants étaient considérés aussi comme la propriété, un bien de la famille. Au moment où son mari venait à mourir, la femme n'était pas rejetée. Excusez, je vais utiliser l'expression de ma langue, on dit on ne libérait pas la femme. Elle restait dans la famille de son mari, avec les enfants. Et quand elle restait là, elle avait la possibilité de rester dans la maison laissée par son mari. Elle gérait les biens laissés par son mari ensemble avec la famille du défunt. Cela était arrivé à quel moment? Lorsque le christianisme arrive, garder la femme dans la famille du défunt était considéré comme un signe d'esclavage pour la femme. Et finalement, le christianisme avait demandé à ce qu'on libère la femme au moment où elle perdait son mari. Or, n'oubliez pas que la tradition africaine repose sur la communauté des biens. Donc, ce qui est pour moi, c'est aussi pour mon cadet. Donc, si mon frère a laissé une maison, mon frère a laissé un bien, en raison de la communauté des biens, ce bien-là revenait à qui? Et donc, si le christianisme dit la femme doit partir, pendant que le bien-là est un bien de la famille,
C'est là où le problème s'est posé. C'est une lutte de culture. Ça ne venait pas de la culture africaine. Alors, c'est vrai que j'ai utilisé un mot qui apparaît comme très dur quand je dis que la culture africaine quasiment n'existe plus. Mais il faut qu'on aille sur les faits. Hein. Si je prends le cas d'une langue, par exemple, posons la question parmi nous ici, combien parlent encore leur langue? Combien? Donc, il nous reste des bribes. Mais la culture, ce ne sont pas quelques éléments isolés qu'on peut trouver ici ou là. On parle de traits distinctifs qui peuvent nous caractériser, qui peuvent caractériser un groupe social. Est-ce que la circoncision est un trait... Excision, il parle d'excision. L'excision, pardon. Est-ce que l'excision est caractéristique de la société africaine? Non. Bon. En revanche, on peut penser que la circoncision est caractéristique de la société africaine, puisqu'on retrouve ça un tout petit peu partout et sur tous les temps. Et il y a d'autres traits, les langues. Bon, Obenga fait un ouvrage excellent sur les langues bantoues, enfin sur la population bantoue, où les bantous, on les retrouve aussi bien au nord, au sud, etc. etc. Donc c'est sur les traits caractéristiques qu'on doit partir pour distinguer notre société, une société avec une autre. Pas sur des micro-événements, situations qui peuvent se produire à un moment d'une histoire ou dans un clan donné. Hein, sinon, on se perdrait un petit peu. Justement. Alors, on peut compléter parce que les deux sujets que vous venez de soulever sont deux sujets très importants. Il faut dire, rappeler et insister sur un fait, l'excision, ce n'est pas une pratique ancestrale africaine. Tout à fait. C'est quelque chose de nouveau au cours de notre très longue et très riche histoire. Et si vous remarquez bien, c'est localisé dans certaines régions africaines. Le Sahel. Dans le Sahel notamment. Quand vous allez au sud de la Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. Vous avez dans une partie du Sénégal, l'excision ne se fait pas. C'est des gens au contact des Arabes qui ont appris cela dans un contexte bien précis parce que les envahisseurs ont dit la femme ne doit pas jouir. Ça paraît stupide, mais c'est comme ça. La femme ne doit pas jouir. Et ce sont des gens qui ont aussi mis en place un autre système, c'est beaucoup plus cru, mais on va le dire, c'est coudre les lèvres de la femme. Quand monsieur, par exemple, va en guerre, va en voyage, etc., etc., pour qu'elle ne s'aventure pas à se donner à un autre homme. Ce ne sont pas des mœurs africaines. Ça, c'est d'une part. Donc, d'autre part, la question du veuvage. Là aussi, les Africains ont pris l'habitude de tout dire et n'importe quoi. Le frère Minimona a dit des choses très intéressantes que je vais simplement compléter. On demandait toujours, ça en tout cas du temps de nos parents, de leurs grands-parents, etc., etc., on demandait toujours à la veuve ou aux veuves si elles souhaitaient rester dans la famille ou si elles souhaitaient repartir dans leur village ou cité d'origine ou encore si elles souhaitaient faire ce qu'elles voulaient. À titre personnel, je l'ai vécu dans ma famille en 2010. Il s'avère que ma grand-mère n'a eu qu'une seule fille, qui est ma mère. Donc vous connaissez la coutume, je suis le père de tous les enfants de mes oncles. 2010, je suis à l'étranger, l'aîné de la famille meurt. Il laisse des veuves. Celui qui est le chef de la famille de mon grand-père maternel m'appelle. Et là, nous faisons tout au téléphone parce que je n'étais pas au Congo. Je n'en ai pas payé un billet d'avion aller-retour, rien que pour ça. Il dit, il y a tes femmes ici, qu'est-ce que tu décides? Je dis, il faut leur donner la parole. Qu'est-ce qu'elles veulent? Je dis, mais surtout pour la plus âgée. Son premier fils a 8 ans de plus que moi. Vous imaginez bien que je ne vais pas m'amuser à en faire ma femme de façon concrète. Bon, non, quand même pas. N'exagérons pas. Et elles ont simplement dit, nous restons ici. Mais si elles restent, ce sont des responsabilités pour nous. Elles sont nos femmes. Aussi bien de ma mère, de moi, que des autres frères vivants de ma mère. Nous devons les prendre en charge dans la mesure de nos capacités. Mais on ne les a pas agressés. Les maisons que mon oncle avait laissées, on les a laissées jouir là-dedans, vivre, elles sont encore vivantes. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne met pas en avant. On va vous prendre, comme a dit M. Kouanda, un cas isolé où on a chassé quelqu'un parce que vous avez un individu qui se prétend intellectuel. Il vient, il a un bout de papier appelé diplôme, surtout quand il est docteur en doctorat. Il arrive, je suis désolé, hein, il arrive, il dit, mon oncle est mort, c'est moi l'héritier. Non, le neveu n'est pas l'héritier. Le neveu, le fils de la sœur biologique, est le gardien. Il a le devoir de protéger la veuve ou les veuves et les enfants. Il parle au nom de la famille, mais il n'a pas le droit d'hériter. On hérite
Dans la tradition africaine, on hérite de son papa. Mais de son oncle, en général, je sais qu'il y a des exceptions, en général, de son oncle, on est le protecteur, on est le gardien. Maintenant, si ce monsieur et la veuve veulent faire autre chose, ça n'engage qu'eux. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien expliquer les choses. Cette culture, effectivement, elle se meurt aussi parce qu'elle est dévoyée. D'une part, le christianisme est venu foutre un bazar terrible. Il y a aussi l'islam qui est venu foutre un bazar terrible. Comment vous pouvez arriver avec vos cultures, vos traditions, dans les villages, des gens vont dire le pied gauche, on le met du côté du pied droit. Vous imaginez? Mais c'est ce que nous vivons au quotidien. Merci beaucoup Obambe Ngakoso, Idriss Antonin Bosoto, Jean-Luc Wanda, Justin Minimona, qui parlait tout à l'heure de la Chine. On a assez parlé de la Chine et du Japon. Et la Chine, par exemple, en parlant des technologies de l'information et de la communication, en Chine, vous n'avez pas Facebook, par exemple. Ils ont un autre réseau social. Est-ce que ce n'est pas aussi là une occasion de dire aux Africains, je parlais tout à l'heure de renaissance africaine, de pouvoir se réinventer, mais en proposant quelque chose aux Africains. Aujourd'hui, vous avez parlé des séries. L'Afrique, est-ce que nous avons des bouquets? En parlant de cinéma, est-ce que nous accompagnons l'art, la culture? Parce que nos cinéastes vont chercher de l'aide chez ceux qui imposent des schémas pour ce qu'ils vont faire. On va reparler tout à l'heure, le temps de laisser la parole à notre artiste Bob de Guess qui nous fera un medley de Jacques Lobello, Papa Wemba, et j'en oublie certainement, mais vous allez Franklin Boukaka. Et Franklin Boukaka, voilà, merci. Medley. Il y a des gens qui vous posaient des questions là. Aïe, Afrique, oh liberté. Aïe, Afrique, oh Afrique, oh lipanda. Balobito batela, bakutume ya Afrika Balobito batela bakutume ya mboka La culture, c'est le miroir d'une nation. Mboka na yo nde mboka na yo Culture na ende mboka na yo Afrique, Afrique, oh liberté. Afrique, Afrique, oh lipanda. Afrique, Afrique, oh liberté. Balea Congo, ezali lopango te, kasi ezali senzela.
benisa Congo. Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Congo, mboka na biso kitoko. Nyata. Ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali senzela. Eh oui, la culture africaine en or. Yahweh, Yahweh bénisse Africa, Yahweh batela Africa, Yahweh, Yahweh batela Africa, Africa na mboka na biso kitoko, Africa culture ya kitoko, Africa basipe ya gue, Africa mbongo ebele, richesse ebele. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Kozanga koebande liwayandambo. Yahweh, Yahweh bénisse Africa. Yahweh batela Africa. Yahweh, Yahweh batela Congo. Ok. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene kobosana te Congo. Congo, tieto yanene tu fwetito misa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Merci beaucoup, merci à Bob. Voilà, on l'applaudit. Bob Le Guess, il nous vient de Pointe-Noire et merci pour cette balade dans l'histoire à travers l'art. Et nous revenons ici avec nos invités en parlant justement de technologie. Mais avant, il y a une question. On va prendre la question de... Quelqu'un avait une question, voilà. Allez-y, posez votre question, vous aurez des réponses. Les sachants sont là. Bonjour. Bonjour. On n'entend pas bien. Ma question est celle de savoir... Bonjour, ma question est celle de savoir. La civilisation occidentale est venue en quelque sorte modifier la culture africaine. Si on devrait restructurer la culture africaine, est-ce qu'il faudrait changer aussi le système de gouvernance des pays africains? C'est-à-dire revenir à l'époque où nous aurons un roi et la souveraineté se lèguerait de père en fils. Merci. Déjà, il y a une erreur. Allez-y. Oui. En tout cas, je suis très content d'entendre cette question. Mais dans cette question, il y a quelque chose de faux qui est tout le temps véhiculé. C'est de penser que dans un royaume tel que nos ancêtres l'ont connu, dans les royaumes, dans les empires, le père mourant, le fils prenait automatiquement le pouvoir. Ce n'était pas forcément ainsi. Je vais vous parler des Lébous au Sénégal. Les Lébous avaient un royaume où le roi était élu. Ce n'était pas de père en fils, ni d'oncle maternel à neveu. Je vais vous parler des Téké. Nous sommes ici à Brazzaville en terre Téké. Chez les Téké, il y a 12 communautés que certains appellent tribus. Et au sein de ces 12 communautés, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, les Ndjinju et les Kikuya sont exclus.
Ils n'ont pas le droit de monter désormais sur le trône. Donc, il en reste 10. C'est au sein de ces 10 que l'on choisit le roi, lorsque un roi décède. Donc, il n'y a pas d'automaticité forcément. Donc, il faut déjà que les Africains sautent de la tête l'idée selon laquelle la royauté, c'est une question de dévolution dynastique de père en fils. Ça, c'est faux. Maintenant, ça, c'est le plus important à mon avis. Après, l'aspect de mode de gouvernance. Les peuples choisissent les modes de gouvernance qui leur plaisent, qui leur convient. Les Chinois n'ont qu'un seul parti politique. C'est le parti communiste, qui pratique le capitalisme. Et j'ai l'impression que ça leur réussit. Je peux me tromper. J'ai l'impression que ça leur réussit. Ils sont en train de damer le pion à toute l'Europe sur tous les marchés possibles. J'ai travaillé avec des Italiens qui avaient quitté l'Italie avec un savoir-faire très important dans le domaine du vêtement. Ils avaient des boutiques dans Paris. Ils ont abandonné et l'ingénieur commercial que j'étais, on s'est retrouvé dans la même boîte en train de vendre des produits de haute technologie. Et ils m'ont dit ceci, c'est une honte pour nous parce que nous, on n'a jamais travaillé pour quelqu'un. Ils ont dit, toi, c'est différent, tu as une autre histoire. Mais nous, on a toujours eu nos entreprises. Mais si on est mort, c'est parce que les Chinois nous ont tout pris. Les Chinois sont arrivés à Paris, ils ont regardé les Italiens, ils ont copié, ils ont fait le même vêtement, ils ont écrasé les prix et les Chinois ont gagné. Mais ils ont un seul parti politique. Les Américains ont 2 partis politiques. On peut ne pas aimer, mais c'est leur démocratie. Et lorsqu'il y a une finale pour les élections, c'est les démocrates contre les républicains, point. Ils disent que c'est leur démocratie. Vous allez en Angleterre. La reine d'Angleterre meurt, c'est son fils qui prend le pouvoir. Est-ce que c'est normal? Pour eux, c'est normal. Donc, là, par contre, on n'en parle pas. Parce qu'on considère qu'il n'y a rien à redire. Mais si ça se passait chez nous, effectivement, ça poserait problème dans l'esprit de l'Africain aliéné. Voilà. Mais il faut aussi s'enlever l'idée de la tête que les Occidentaux sont venus effacer la culture africaine. Ils sont venus imposer la leur. Et en imposant la leur, nous, on n'a pas opposé assez de résistance. Il y a eu des résistances, c'est vrai. Certains ont été tués pour ça. Mais on n'a pas opposé assez de résistance. Et aujourd'hui que nous avons fait les mêmes écoles, nous avons les mêmes diplômes, qu'est-ce que nous proposons pour se battre avec eux? Les armes, ce n'est pas ce qui manque. On parle l'anglais comme eux, on parle le français comme eux, on parle l'espagnol comme eux. Parfois même, on connaît mieux leur histoire que nous. Ouais. Demandez à nos aînés qui ont étudié là-bas comment ils étaient premiers en latin, en grec. Je reviens toujours au Benga qui nous a toujours dit « Je n'ai jamais aimé être deuxième de la classe. Il fallait toujours que je sois premier. » Ils nous ont donné toutes les armes. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Une partie d'entre nous pleure, une autre partie jouit de la vie, parce que jouir c'est bien. On a un poste, on a une fonction, on est heureux, on a une belle cravate, on a une très belle voiture. Mais il faut aussi comprendre que pour certains, la vie s'arrête à ce niveau. Les gens sont heureux de ce qu'ils ont. Il faut former des guerriers, il faut former des Africains nouveaux pour aller à la reconquête d'eux-mêmes. Et cette reconquête d'eux-mêmes, c'est ce qui leur permettra de créer du contenu, que ce soit dans les livres, que ce soit au cinéma, que ce soit avec des tableaux. Parce que quand Jean-Michel Basquiat vend des peintures à 2 500 000 $ à New York, on oublie de dire qu'il a quand même du son noir. Merci. Merci. Oui, Jean-Luc Wanda, Antonin Boussoto, et sur cette question, on aura la conclusion de Justin Minimola. Oui, je voulais juste rappeler un fait qui aurait dû être banal en fait. On oublie de dire que la gouvernance, la démocratie n'est pas un horizon indépassable. Les peuples, dans leur parcours, ont eu à choisir la démocratie ou la théocratie ou l'autocratie ou l'aristocratie, etc. Donc, un peuple, à un moment donné de son histoire, pour son bien, va choisir le mode de gouvernance qui lui convient. Après, dans l'évolution, on peut évoluer, changer. La démocratie aujourd'hui apparaît comme si même les sociétés occidentales ont commencé avec la démocratie, ce qui est totalement faux. La démocratie a été instaurée chez eux de façon tardive. C'était des théocraties, des autocraties, etc. Donc qu'on ne soit pas, nous, frustrés si à un moment de notre histoire, on pense qu'on peut d'abord choisir autre chose pour notre bien. Il a donné l'exemple des Chinois. La Chine, pour les Occidentaux, ce n'est pas une démocratie. Et eux, ils sont, excusez-moi l'expression, ils s'en fichent. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a 40 ans, il y a un chef d'État qui était là-bas, qui s'est dit, dans 40 ans, nous serons à tel point. Voilà.
Et pour atteindre ces objectifs, quel mode de gouvernance on doit avoir? Si c'était la démocratie, je parie qu'il ne serait peut-être pas arrivé. D'accord. Moi, je pense que mes prédécesseurs ont tout dit. Hein. Bon, par rapport à sa question, le premier problème en ce qui concerne la dynastie, presque mon frère Obambé a déjà... Mais je voudrais éclairer aussi une lanterne à ce niveau. Nous pensons que... La démocratie. Sur la dynastie, c'est-à-dire que le pouvoir qui partait du père en fils. Déjà, il a déjà dit c'est faux. Ce n'était pas comme ça. C'est au niveau, par exemple, du Royaume Congo, quand vous regardez, l'occidental a écrit les choses par rapport à ce qui se passait chez eux. Pas par rapport à ce qui se passait dans le Royaume Congo, parce que le Royaume Congo, c'est le royaume le plus matriarcal de l'Afrique. Et donc, le pouvoir ne pouvait pas partir du père au fils. C'est de l'oncle au neveu. C'était une affaire de famille. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous allez le comprendre? L'Europe traduit la reine comme la femme du roi. Voilà. Mais chez nous, la reine n'est jamais la femme du roi. Très bien. C'est la sœur du roi. C'est la sœur du roi et elle est la gardienne des totems. Des totems, des temples. Elle est un peu comme le moins et le plus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la plupart des Africains ou des Congolais que nous sommes là pensent que la reine en Afrique, c'est comme la reine de l'Angleterre, des Pays-Bas. Non, 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 c'est pas la même chose. Nous avons notre culture, nous avons nos réalités à nous. Et entre-temps, il y a un qui m'avait posé la question, mais Monsieur Justin, moi je veux connaître comment on appelle la reine dans notre langue. Je dis, tu veux connaître la reine dans notre langue, dans quel sens? Dans le sens européen ou dans le sens africain? Parce que si dans le sens africain, la reine n'est pas la femme du roi. Et là, il me pose la question, mais est-ce qu'on nous parle des reines africaines? Je dis non. Chez les Bakongo, le Ntinou, qui est le roi, lorsque c'est la femme qui dirigeait, on l'appelait aussi Ntinou. Donc, il n'y avait pas de différence. Et je lui ai même dit qu'il y avait l'égalité chez nous. Parce que quand un homme occupait un poste, quand la femme venait occuper le même poste, elle avait le même titre. Donc, il n'y avait pas de différence. Voilà. Maintenant, sur le système, le régime politique, est-ce qu'il faut repartir au système royal? Ce qui compte pour un peuple, c'est que les dirigeants qui sont au pouvoir répondent aux aspirations populaires. C'est tout. Ce que le peuple veut. Si, déjà, nous, dans la philosophie politique, la conclusion que nous donnons pour ces différents régimes-là, il y a la monarchie, il y a la démocratie, l'aristocratie, et ainsi de suite. Nous disons ceci, ce qui compte pour le peuple, c'est que la société soit bien gouvernée, que les citoyens soient à l'aise. Donc aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il y a quel régime? En Arabie Saoudite, il y a quel régime? Théocratique. Non, là-bas c'est la monarchie. La théocratie, il parle de l'Iran. Oui, c'est plutôt l'Iran, effectivement. Oui, là-bas c'est la monarchie. Le Qatar, l'Arabie Voilà. Saoudite. Mais regardez comment même les joueurs là commencent à venir là, parce qu'ils voient là-bas que ça marche bien. Tout va bien là-bas. Mais il n'y a même pas la démocratie là-bas. Merci beaucoup. Nous Nous arrivons. vivent bien. Chef Diaz, rapidement, je veux profiter du fait que mon voisin de gauche n'ait rien dit. non, rapidement. D'accord. Vous savez, au Liban, vous êtes Libanais, vous quittez le Liban, vous allez vous installer en Côte d'Ivoire, vous mariez, vous faites des enfants. Ces enfants font des enfants. Est-ce que vous savez que vos petits-fils arrivés au Liban n'ont pas la nationalité libanaise automatiquement? Ah d'accord. Non. Il faut que vous, le grand-père qui avait quitté le Liban, vous écriviez un document. Moi, monsieur Kwamala, je reconnais X comme mon petit-fils, né de mon fils, et de fait, je lui autorise à faire toutes les démarches pour avoir la nationalité. Et pourquoi? Le Liban est un tout petit pays, c'est comme ça, 10 000 km². On ne peut pas acheter. Il est interdit à tout étranger d'acheter de la terre au Liban. Pourquoi? Les Libanais le disent, on est entouré par des géants. L'Arabie Saoudite, l'Iran,
Si on autorise n'importe qui à acheter la terre, ces gens qui ont beaucoup d'argent vont acheter la terre chez nous, alors que nous, notre diaspora en nombre est plus importante qu'au Liban. Je répète, les peuples, c'est à eux de décider de ce qu'ils veulent. Il faut sortir des lieux communs. Quand on va dans un restaurant algérien, on ne commande pas un plat chinois. Quand on va dans un restaurant chinois, on ne commande pas un hamburger. Merci. Je disais donc que nous sommes à la fin de cette table ronde, de cet échange. Et le dernier point, c'est celui justement de... Vous avez parlé de reconquête, je parlais de renaissance et je prenais l'exemple de la Chine qui aujourd'hui, en Chine, les réseaux sociaux sont là, la technologie elle est là, mais vous n'avez pas Facebook, ils ont proposé quelque chose d'autre. Qu'est-ce que l'Afrique peut proposer pour que sa culture soit vecteur de développement à cette ère? Spécialiste en technologie, ça tombe bien. En fait, je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous vivons dans la société de l'information. Et le problème chez nous, c'est qu'on n'aborde pas bien la problématique de la société de l'information. C'est une société dans laquelle l'information est à la base de tout développement. Quand on parle d'information, on parle des savoirs et des connaissances. Très bien. Et tout à l'heure, je l'ai dit. Que représentent les savoirs locaux africains aujourd'hui dans cette société de l'information? C'est même pas 0,00000. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel du contenu, l'essentiel des biens culturels viennent d'Occident. Et en grande partie, je dirais, à 80% des États-Unis. Regardez aujourd'hui comment Marvel, à travers ses bandes dessinées dans les années 60, à travers ses dessins animés, à travers son cinéma aujourd'hui, a phagocyté tous les secteurs. Regardez comment Star Wars de George Lucas aujourd'hui s'est imposé. Ce qui nous manque, c'est des stratégies, les outils sont là. Ce qui nous manque, c'est des stratégies. Et ce qui nous manque, c'est des investissements. On doit investir dans la culture. Le Burkina Faso l'a compris. Il y a, je crois que c'est les Jeux de la francophonie qui se déroulent. Quand le Burkina Faso a défilé, tout le monde s'est mis à chanter Ismaël. la chanson d'Ismaël. Pourquoi? C'est parce que le Burkina Faso a compris qu'à travers le cinéma, on pouvait imposer notre culture. Et ceux qui l'ont bien compris aujourd'hui, c'est le Nigeria. Le Nigeria a su imposer à la société de la connaissance et à la société de l'information des films qui parlent des réalités africaines. L'Afrique du Sud l'avait fait dans les années 80. Aujourd'hui, le Nigeria l'a fait. Mais le vrai problème, c'est d'investir. On doit comprendre que le bien culturel est la base. Aujourd'hui, on doit se détacher du pétrole. On doit se détacher des matières premières. Les matières premières peuvent être secondaires ou bien en appui. Mais on doit comprendre que la culture est un bien hégémonique. Nous avons deux théories. La théorie de l'hégémonie culturelle. Comment les États-Unis ont fait pour s'imposer en utilisant la culture. Pendant la guerre froide, je reviens, est-ce que vous savez que les États-Unis ont investi dans les opéras en Europe de l'Est? Oui. Stratégie hégémonique. Est-ce que vous savez que les États-Unis ont investi dans le hip-hop pour positionner les États-Unis d'un point de vue musical? Vous croyez que quoi? Les Dr. Dre, les Snoop ont été financés pour le plaisir? Non. Attendez, arrêtons de rêver. Pourquoi? Il y a plein de questions. Regardez les Carl Lewis, regardez les Michael Jordan. Regardez comment les Américains ont investi pour que la marque Jordan s'impose. Aujourd'hui, ça devient de la culture populaire. Qui dit culture populaire dit culture. Hégémonie culturelle. Mais nous avons la base. Nous avons les outils. Est-ce que nous formons nos acteurs culturels? Question simple. Regardez en Afrique, il y a combien d'écoles sur le management culturel et quoi? Excepté le Nigeria qui l'a compris en émigrant en Angleterre et aux États-Unis, dans le secteur de la production scénique, production cinématographique et autres. Non, on doit investir parce que la culture est un outil hégémonique. Et la Chine, la Corée, aujourd'hui la Corée devient un très très grand producteur. Le Japon l'ont compris. Et également les pays arabes comme le Qatar, aujourd'hui qui a pris la Coupe du Monde. Merci beaucoup pour cette conclusion. Allez-y, votre conclusion aussi. Après ce qu'ils viennent de dire, auquel je souscris d'ailleurs pleinement, il faut rappeler qu'en termes de rapport de force, l'Afrique aujourd'hui, et on a l'impression qu'on fait même exprès, on ne réalise pas que si on ne s'unit pas, rien ne pourra se faire véritablement. Prenez des pays comme le Gabon, 2 millions d'habitants. Vous avez beau être, je ne sais quoi, face à des géants comme la Chine et compagnie, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous avez le Congo, bon, 4 millions, etc.
Mais si, 54 pays, hein, notre continent, 54 pays morcelés, Poussière avec des ambitions parfois contradictoires ou opposées. Mais si nous étions ensemble, il y a 50 ou 60 ans, déjà un président avait écrit un ouvrage, l'Afrique doit s'unir. Premier combat. Comment? Mais c'est une conclusion quand il dit l'Afrique doit s'unir. C'est une conclusion. Après avoir observé, c'est que si on continue comme ça, rien ne pourra se faire. D'accord. Voilà. Donc, on a parlé de renaissance africaine. La renaissance africaine, c'est tout ça. Les États-Unis d'Afrique. Bon, les États-Unis d'Afrique, c'est un passage obligé. Merci, M. Kwanda. Si aujourd'hui je dis Suisse, les gens vont penser au chocolat. Les gens vont penser aux banques. Les gens vont penser à Roger Federer. Ça va vous étonner, mais Roger Federer, aujourd'hui, c'est un produit suisse. C'est une marque. Si on vous dit Serbie, on pense à Djokovic. Obligatoirement. Voilà ce que des pays qui sont minuscules, qui ne font même pas la taille d'un département congolais, ont réussi à produire. Des références. Roger Federer aujourd'hui est plus connu que tous les Congolais. Parce que si vous prenez les Congolais, celui qui est connu, c'est le professeur Obenga. Où que vous alliez, on vous dit Congo, à la limite, des gens vous dira RDC. Mais si vous dites Congo, Brazzaville, ah peut-être, quelqu'un de culturel vous dira Obenga. Maître Gims. Oui, Maître Gims, ce n'est pas le petit Congo malheureusement pour nous. Donc vous voyez des pays qui sont petits, mais qui ont su investir, qui ont su placer leur force quelque part. Mais nous, ne fût-ce que ça, on refuse de faire. Je dis bien, ne fût-ce que cela. Investissement. Aminata Draman Traoré est nommée ministre de la Culture et du Tourisme par le président Alpha Omar Konaré. Elle refuse. Il la nomme une deuxième fois. Elle refuse. Troisième fois, à l'époque, sa mère est encore en vie. Sa mère lui dit, enfin, c'est quand même le président de la République. Tu ne vas pas passer ton temps à lui dire non. Elle lui dit, maman, je connais la politique. Je n'ai jamais milité dans un parti, mais je suis quand même allé à l'école. Elle a fait des études de sociologie, de psychologie et d'économie. Elle dit, je connais ces gens. Je vais arriver, je vais demander des choses. Il dira oui, 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 oui. Et quand je vais m'installer comme ministre, je n'aurai rien. La culture, en Afrique, ça ne compte pas. La maman dit, accepte, fais et démontre-lui que tu as raison. Et c'est là qu'elle va exiger que le tourisme, ce que nous venons de faire au Congo. À l'époque, déjà, elle avait demandé que le tourisme soit accolé à la culture. Mais vu qu'elle avait déjà un background, elle avait déjà travaillé, elle n'est pas venue les mains vides. Elle est arrivée avec un dossier. Elle a dit, Monsieur le Président, n'attendez pas de moi beaucoup de discours. Voilà ce qu'il faut au Mali. Le président ouvre et dit, il n'y a pas d'argent. 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 Tout ce que je viens de vous dire, ça se trouve dans un excellent bouquin qui s'appelle L'étau, écrit par cette dame. Le livre est magnifique. Et depuis cette expérience malheureuse, elle n'a plus jamais remis ses pieds en politique. Elle a préféré faire autre chose. Donc, si on veut, on doit comprendre que la culture nécessite des investissements humains, financiers et temporels. C'est comme le safoutier. Hein. Quand vous plantez le safoutier, ce n'est pas les arachides que vous allez avoir 2 ou 3 jours après. Le safoutier, ça demande du temps. Ça va prendre du temps. On ne demande pas que la neige tombe au Congo, on ne demande pas que la neige tombe en RDC, mais on demone quelque chose de concret. Investir dans la culture. C'est inévitable. Oui, bon, merci. Renaître. Pour renaître, il faut d'abord savoir qui nous étions. Très bien. Parce que la Renaissance, c'est une deuxième naissance. Donc, il faut d'abord savoir qui nous étions. Parce qu'aujourd'hui, là, avant, lorsque nous venions, moi, je disais, est-ce que nous savons qui nous sommes maintenant là? Donc, ça, c'est un problème capital pour la Renaissance. Il faut d'abord ressasser tout ce qui constituait la culture africaine. Et en partant de cela, il faut que nous enlevions en nous le complexe de l'Occident. Parce que c'est ça qui bloque. La culture n'a rien à voir. C'est notre complexe là qui bloque tout, qui nous pose problème. Donc il faut se départir du complexe occidental. Ne prenons pas toujours l'Occident comme le modèle. Comme référence. Comme référence. Il y a quand je regarde les séries, là, il y a quelque chose qui m'énerve. Vous savez, l'Occident a fait de sorte que qu'on aime, c'est-à-dire que pardon, notre complexe se manifeste par le fait, quand je regarde les séries, là, regardez la majorité des actrices africaines qui sont dans les séries africaines même. Elles ont quel teint? Teint clair, tendant vers le blanc. Vers le blanc. Les cheveux.
les cheveux. Donc, tissage, tout, et même la conclusion de leur série ne vont pas sur la dimension africaine. Mais on veut tout ramener vers l'Occident. Tout ce qui est africain, on veut diaboliser. Alors, donc, tant que nous continuerons à vivre dans le complexe, il n'y aura pas de renaissance. Autre chose que je voudrais ajouter, il faut qu'on mette les moyens à la disposition des techniciens. Créateurs. Savoir l'homme qu'il faut, à la place qu'il lui faut. Et on met les moyens à chacun, l'Afrique va décoller. Donc, merci beaucoup. À la place on parle de film, tout ça. Kirikou, quand même, ça va Kirikou, quand même, c'est un arrêt de bus à côté de chez moi encore. Ah bon. Le film Kirikou, le dessin animé Kirikou. Le dessin animé Kirikou. Vous n'avez pas su si. Ça va quand même, l'Africain bien représenté là-bas. Oui, là-bas, c'est bien représenté, mais Anecdote beaucoup sur de l'histoire séries. de Kirikou. Est-ce que vous savez que le film d'animation Kirikou n'avait pas bénéficié de financement? Le producteur étant dans un monde occidental, la plupart des maisons de production et de distribution se sont dit ce film ne marche pas. Le monsieur s'est investi dans le truc, il a dit moi j'y crois, je prendrai un crédit avec mes propres fonds pour financer ce film. Et le résultat, ça a eu un bout. C'est un occidental, un français, qui a eu le courage de produire un film, le premier film d'animation parlant de rites, us et coutumes africains. Et on a vu le bout. Et moi je pense que, j'ai très bien aimé ton idée, je pense que ça, c'est des exemples que l'on doit suivre afin de produire du contenu et véhiculer la culture africaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je prends l'exemple du Nigeria, j'aime bien le Nigeria. En termes de jeux vidéo, le Nigeria, c'est le premier pays africain à produire des jeux vidéo avec des histoires africaines. Des films d'animation africains. Ils ont même produit aujourd'hui des super-héros africains. Donc moi, je pense que c'est un début et c'est une logique que les autres doivent adopter. Merci beaucoup. On remercie donc la résidence Elonda de Kintélé de nous avoir servi le cadre pour ce bel échange avec le docteur Idriss Antonin Bossoto, chef de parcours STC, donc Sciences et Techniques de la Communication à l'Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Obambe Ngakoso, panafricaniste, écrivain, Justin Minimona, philosophe, écrivain, Jean-Luc Kwanda, socio-économiste et égyptologue. On vous dit merci. Il y aura un prochain numéro autour de ce concept. Ça se fera toujours à la résidence Elonda ou ailleurs, mais nous restons à votre disposition. Appelez-nous, nous viendrons discuter chez vous. Merci à vous. Merci. On s'est bien amusé. C'était bien. Alors, attention au micro là. Regarde. Garabungi Zanai Bobotika Kingamosika Yangora Koma Kisala Mitelengano Bokola Kisanga Zanai Perembe Ninyongayo Baninga Narazon Lukanzana Ababoy Porobata Mokiri Mabe Baraboy Ngazwa Lobby Take me body hard Show me the way I can go Take me body hard Show me the way Take me body hard Show me the way I can go Take me body hard Show me Botama mwana na tongo Siko e komi tango ya konsakara Butu ainda sango ya mawa Mboka mobimba e kolera Perembe ninyonga yo baninga Narazon lukanzena ya pamai Parobata mokiri mabe Babo ingarazwa lobby Take me body hard Show me the way I can go Take me body hard
Show me the way. Take me by the hand. Show me the way I can go. Take me by the hand. Show me. S'il vous plaît, il vous a déjà mis le micro.